Salut! Aujourd'hui, ça va être un petit peu différent parce que je vous apporte dans l'univers de mon conjoint. C'est lui qui a écrit le texte, donc ça va être différent de ce côté-là aussi. Je voulais faire une petite collaboration avec lui parce qu'il aime un genre que moi, je ne lis pas vraiment. Il a un grand intérêt pour un aspect très spécifique du true crime, c'est-à-dire l'histoire du crime organisé. Il dit souvent qu'il aurait aimé être italien pour pouvoir faire partie de la mafia. Puis moi, je me plais à lui rappeler qu'il est bien trop anxieux et maladroit pour exercer ce genre de métier. Il possède plusieurs livres qui traitent de ce sujet, puis il s'intéresse autant à la mafia italienne qu'au groupe de motards criminalisés. Donc, je vous partage aussi sa propre chaîne et je vais le mettre en haut de la vidéo dans le petit i ou probablement une image, là, je ne sais pas encore, là, je verrai au montage. Puis, maintenant, à terminer le blabla, commençons! Les sources utilisées proviennent de différents sites et publications fiables, comme c'est toujours le cas. Pourquoi il a écrit ça? En tout cas, pour en apprendre davantage sur Lee Lamotte, on peut consulter sa fiche sur le site des libraires ainsi que celle de sa maison d'édition Dundurn, D-U-N-D-U-R-N, en tout cas, Dundurn. Quant à Antonio Nicaso, le deuxième auteur, professeur à l'Université Queen's et expert du crime organisé, ses travaux, notamment Trafic de Voyage au cœur du crime organisé, constituent une référence importante. On peut également consulter sa page sur le site de l'Université Queen's pour mieux connaître son parcours académique et professionnel. Un des livres les plus intéressants s'intitule Les liens du sang. C'est le livre dont je vais vous parler. Que lui va vous parler. Il a été écrit par Antonio Nicaso et Lee Lamotte, comme je l'ai dit plus haut, et a été publié au Québec en 2001 aux Éditions de l'Homme. Il s'agit d'un livre vraiment intriguant de 410 pages. Il explique en grand, peut-être trop, détaille les événements liés au clan Kuntrera Caruana, avec des dates clés et des opérations policières expliquées en profondeur. L'ensemble des événements se déroule dans un triangle formé par l'Italie, le Brésil et le Canada. Dans les années 50, le clan Kuntrera Caruana se forme à Siciliana en Sicile. Ça ressemblait, fait que c'était à prévoir. Hein? Et devient un acteur majeur dans le trafic et le blanchiment d'argent pour la Cosa Nostra. Ils s'établissent à Montréal, Caracas et dans d'autres endroits internationaux. Dans les années 70, le clan s'étend à l'international, s'impliquant dans le trafic notamment à travers des réseaux comme la French Connection et la Pizza Connection. Dans les années 80, le clan Kuntrera Caruana devient... je suis passée tout droit. Un acteur majeur du trafic... de la même affaire entre la Sicile, le Canada et les États-Unis, en particulier via la Pizza Connection. De 91 à 94, Alfonso Caruana organise un réseau de trafic reliant le Venezuela au cartel de Cali et à la 'Ndrangheta en Italie. Je ne l'épellerai pas, là, ça ne vaut pas la peine. En 92, Pascual, Gaspar et Paolo Contreras sont arrêtés à l'aéroport de Fiumicino. Mon Dieu, chérie, tu m'as compliqué la vie. Après avoir été expulsés du Venezuela. C'est à Rome en passant, le Fiumicino. À la suite d'une requête sur le blanchiment d'argent, l'opération est coordonnée avec le Sénat vénézuélien. En 1993, la presse italienne rapporte que le clan contrôle 70% de l'île d'Aruba, bien que cette affirmation soit exagérée. En 1994, la police italienne saisit 5497 kilos en Italie, démantelant une importante filière d'approvisionnement. En 1998, Alfonso Caruana, Pasquale Caruana et leurs frères, il y en a plusieurs, sont arrêtés au Canada dans le cadre de l'opération Projet Omerta pour importation et trafic de... Alfonso est condamné à 18 ans de prison en 2000. Il n'y a pas juste
eux qui donnent beaucoup de détails. Mon chum, lui, a tendance à mettre beaucoup de détails, mais c'est ça. J'y en veux pas. Il m'a juste compliqué la vie un petit peu. Antonio et Lee sont deux auteurs canadiens de l'Ontario. Il semblerait que personne n'est parfait. Connus pour leur ouvrage sur le crime organisé qui démontre les liens entre l'Italie et le Canada. Vous aviez pu voir dans les détails. Nick Caso est un expert reconnu sur les mafias italiennes, en particulier la 'Ndrangheta, la Cosa Nostra et la Camorra. Il a écrit plusieurs livres qui analysent le crime organisé et son impact sur les sociétés au Canada. Parmi ses ouvrages les plus connus, on compte The Mafia Brotherhoods et Business of Blood, Mafia Boss Vito Rizzuto, Last War. Mon Dieu, hein? Je t'avais de devenir une pro en anglais dans les noms. C'est pas vrai. Lamotte, quant à lui, est également un auteur et journaliste spécialisé dans les questions de crimes organisés. Il a coécrit avec Nick Caso The Sixth Family, trafic de voyage dans le monde des moteurs et des narcoterroristes, ainsi que de nombreux autres livres. Il a aussi écrit des ouvrages explorant les dynamiques des mafias italiennes et leur présence au Canada, comme Rizzuto, l'ascension et la chute d'un parrain en 2008. Ils sont tous deux réputés pour leur recherche approfondie sur la mafia et leur capacité à offrir un aperçu détaillé des réseaux criminels. Leur travail repose souvent sur les rapports des enquêtes policières et des interviews avec des experts ou d'anciens membres du milieu criminel comme Claude Poirier. 10-4. Fallait que je le fasse, chérie. Je m'excuse. Fallait que je le fasse. C'est ça. On peut mieux comprendre le rôle crucial que ce clan sicilien a joué dans le trafic de drogue au Canada et dans le monde. Bon, j'ai dit le mot. J'espère que je ne serai pas coupée. Bref. Le plus surprenant, c'est qu'ils ont réussi à passer sous le radar pendant autant de temps. Un extrait. Le rapport déclare les membres les plus actifs du côté Caruana sont trois frères, Alfonso, Pasquale et Gerlando, et deux de leurs oncles, Giuseppe et Giovanni, typiquement italien comme nom. Les membres les plus actifs du côté Contreras sont trois frères, Pasquale, un autre, Gaspare et Paolo. Plusieurs autres membres de la famille Contreras sont nommés, dont le gendre de Paolo Contreras, Antonio Mongiovi. Mon Dieu. L'organisation Caruana Contreras fonctionne depuis les années 1960. C'est pas moi qui l'ai écrit le texte, en fait que c'est encore plus difficile des fois. Sur 3 continents et contrôle un réseau de contrebande tout en étant une des plus importantes organisations de blanchiment d'argent dans le monde du trafic de l'âge actuel. Une enquête financière révèle l'ampleur d'un système de blanchiment d'argent dans lequel des millions de dollars sont discrètement transités sans qu'un seul centime ne soit déclaré. On s'en serait douté, hein? Mais quoi que... Ah, je fais pas partie de la mafia, je ne sais pas comment ça marche. Bref, un autre extrait. Au terme de son enquête financière, Bourque était parvenu à prouver qu'au cours d'une période de 8 mois en 81, Caruana avait fait transférer 21 608 605 $ canadiens en traite bancaire de son compte à la succursale de l'Or des Ormeaux de la Banque d'épargne. C'était pas clair? C'était-tu clair? Bref, il a fait transiter, il l'a fait passer d'une place à l'autre. Les traites étaient destinées à plusieurs personnes, dont Pasquale Contreras, Gerlando Caruana et l'oncle d'Alfonso, Salvatore Vella. De plus, il signa des traites pour une somme additionnelle de 6 millions de dollars canadiens. Aucun impôt ne fut payé sur ces sommes. On s'en serait douté. Les policiers ont dû mettre en place de fausses banques et des structures financières fictives afin de suivre les flux d'argent, d'identifier les réseaux de blanchiment et de démanteler les opérations criminelles.
Ces méthodes leur ont permis d'infiltrer les circuits financiers utilisés par les membres du clan pour dissimuler et transférer des fonds illicites, facilitant ainsi la surveillance et la collecte de preuves sur les activités criminelles du groupe. Un dernier extrait. Je commence à manquer de salive. Dès janvier 1997, la section des produits de la criminalité avait réussi à infiltrer l'organisation, plutôt, pas à l'infiltrer, en tout cas bref, Caruana Contrera. Des agents secrets avaient cueilli de grosses sommes d'argent provenant du trafic de la... Et ce flot d'argent semblait ne jamais devoir cesser de couler. En déposant l'argent dans une banque canadienne complice, puis en le transférant dans les comptes de l'opération Primero, on pouvait découvrir les pistes internationales que l'argent suivait. Mais un obstacle légal inattendu apparut soudain le 17 janvier. La Cour d'appel de l'Ontario, qui entendait la cause... Bon, d'autres noms. Shirose Campbell, qui impliquait des trafiquants déjà trouvés coupables, déclara que la police n'aurait plus le droit de participer au blanchiment des bénéfices reliés au crime. Cette décision du tribunal mit fin abruptement à la participation du Canada dans l'opération Primero. La répercussion sur l'enquête financière concernant les Caruana Contrera fut immédiate. Cela la stoppa net. Finito. Comme vous avez pu remarquer, quand je demande à mon conjoint de faire quelque chose, il ne fait pas à moitié les choses. Ça fait beaucoup de choses. Bref. Il donne un 8 sur 10 pour le livre. Les liens du sang est un livre qui nous plonge dans l'univers sombre du trafic et du blanchiment d'argent avec une précision, quasi chirurgicale. Les auteurs offrent un aperçu détaillé de la manière dont ces activités criminelles parviennent à brouiller les frontières entre le monde des affaires légitimes et celui du crime organisé. Le récit met également en lumière l'ingéniosité de la GRC qui a mis en place un faux guichet bancaire pour démanteler un réseau criminel d'une ampleur impressionnante. Ce qui frappe dans cet ouvrage, c'est la richesse des preuves présentées. Photos de filature, copies de chèques et autres documents essentiels, permettant au lecteur de suivre les développements de l'enquête tout en identifiant les protagonistes. Ces éléments visuels intégrés au fil du texte ajoutent une dimension concrète au récit et renforcent son authenticité. Cependant, bien que la recherche soit extrêmement poussée et documentée, la narration peut parfois s'avérer difficile à suivre. Même ma narration à moi était peut-être difficile à suivre tantôt, parce qu'il y avait beaucoup de détails. Au pire, faites des pauses, reculez, réécouter. Je sais pas, peut-être. Okay. L'histoire s'étale sur une longue période et traverse 3 continents, ce qui peut rendre la lecture exigeante pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'univers du crime organisé. L'abondance de détails, bien que nécessaire pour saisir l'ampleur de l'enquête, peut devenir accablante par moments. Malgré cette complexité, on ne peut qu'admirer le travail d'enquête remarquable réalisé par les auteurs. Les liens du sang proposent non seulement un récit captivant, mais aussi une leçon percutante sur la manière dont le crime organisé s'infiltre au cœur même de la société et des affaires légitimes. Pour ceux qui sont prêts à plonger dans un récit dense et rigoureusement documenté, ce livre constitue une lecture incontournable. Passons maintenant au résumé. Les Caruana Contrera forment une véritable dynastie dont les racines centenaires plongent dans le sol aride de la Sicile. Partis de rien, ces 2 familles liées par les mariages endogames et par de nombreux complots sont devenues les Rothschild de la mafia. J'espère que je le prononce comme il faut. Immensément riches, puissantes et influentes. Leur marque de commerce, une aptitude marquée pour corrompre ceux dont ils avaient besoin afin de bâtir leur empire, du petit commis de banque au chef d'État. Alfonso Caruana en était le parrain. C'était lui l'architecte, le cerveau derrière cet empire criminel. Antonio Nicaso, expert de renommée internationale dans le domaine du crime organisé, et Lee Lamotte, auteur et enquêteur, dépeignent ici l'ascension des Caruana Contrera de l'Italie à Londres, Lugano, Caracas, New York, Montréal et Toronto.
Ça fait beaucoup. Les auteurs faisant appel aux documents de la police et de la Cour, aux informations des sources de la pègre et à l'avis des experts en matière de criminalité font voir comment les politiciens, aussi bien que la police, ont sous-estimé la puissance de cette organisation et comment le Canada est devenu la capitale mondiale du blanchiment d'argent et un véritable refuge pour les membres du crime organisé. Pour les commentaires, mon conjoint a pris ceux qui étaient derrière le livre. Ça peut pas être plus exact que ces commentaires-là. Les lignes du sang est une histoire vraie qui se lit comme un roman. Lee Lamotte et Antonio Nicazo racontent, preuves et documents à l'appui, l'ascension et la chute d'une véritable famille loyale de la pègre, celle des Caruana Contreras. Michel Auger, journaliste aux affaires criminelles, Le Journal de Montréal. Je vais avoir dit ce nom-là souvent, Caruana Contreras. On va le savoir par cœur. Deuxième commentaire. Ce livre fait voir le rôle crucial et indiscutable de la mafia canadienne dans le trafic de et le blanchiment d'argent à l'échelle mondiale. En racontant cette histoire, Lee Lamotte et Antonio Nicazo ont réalisé une œuvre remarquable qui constitue en même temps un véritable service public. André Sidio, journaliste aux affaires criminelles, La Presse. J'espère que cette collaboration vous aura intéressé. Il y en aura d'autres au fil du temps. Les liens du sang demeurent une œuvre essentielle pour quiconque s'intéresse à la mafia, au blanchiment d'argent et aux dynamiques du crime organisé. J'imagine que vous l'aurez compris. Ça se passe chez nous. Ça se passait chez nous. Donc, finalement, merci d'aimer, de partager, de vous abonner ainsi que de commenter. Évidemment, ça aide le référencement, puis ça aide ma chaîne à grandir. Ciao!